Le 8 juillet 2014, à l'aube, un jeune Allemand entre dans l'aéroport de Varna, en Bulgarie. Il paraît nerveux, mais rien ne semble annoncer l'horreur. Quelques instants plus tard, il s'enfuit. Il traverse le parking, escalade une clôture, puis disparaît dans la forêt. Son nom, Lars Mittank. Son erreur, ne pas prendre l'avion quand ses amis l'ont pris. Ce qu'il ignore, il ne rentrera jamais. Voici l'histoire complète, sombre, mais vraie, celle de la disparition la plus troublante de l'ère d'Internet. Donc Lars Joachim Mittank, il est né le 9 février 1986 à Berlin, donc dans la partie Est qui à l'époque était administrée par l'URSS. Et attention, je vais charcuter la langue allemande, il a grandi à Itzehoe, dans le Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein qui était donc administré par la Grande-Bretagne jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 1990. Alors Lars, il vit une enfance des plus ordinaires en fait. Il est décrit par sa mère comme un enfant adorable, et jusqu'en 2014, il n'y a rien qui le distingue. C'est un travailleur ordinaire dans une centrale électrique, il a des amis, il a une vie normale, il a aussi une petite amie, et il venait souvent aider ses parents après qu'un AVC ait touché son père. Donc en bref, Lars, c'est un jeune homme normal, sans histoire, et surtout, et c'est important pour la suite, sans antécédents psychiatriques connus, décrit comme stable, calme, sans excès, ni aucune dépendance. Donc toute l'histoire commence en juin 2014. Lars et 5 amis à lui décident de partir en vacances à Golden Sands. Donc où est Golden Sands? Golden Sands, c'est en Bulgarie. C'est une station balnéaire qui donne directement sur la mer Noire. Et pour caricaturer un peu, c'est le Ibiza de l'Europe de l'Est. C'est une destination qui est très populaire chez les jeunes Allemands. Pourquoi? L'alcool est pas cher. Niveau planning, Lars et ses amis, ils ont décidé de partir une semaine. Donc exactement du 30 juin 2014, et ils sont censés rentrer le 7 juillet 2014 en Allemagne. Selon l'un de ses amis, Paul, les premiers jours sont allés très vite. Ils sont allés à la plage, ils sont allés à la piscine, ils sont allés en boîte de nuit, ils ont bu, ils ont fait la fête, ils se sont détendus. Et tout le groupe dit qu'il était souriant, normal, et que tout semblait aller. Par contre, certains de ses amis mentionneront, après coup, qu'ils mangeaient très peu, selon eux peut-être à cause de la chaleur, ou alors un signe précurseur de ce qui allait arriver. Au final, aucun signe précurseur qui leur aurait permis de prédire la descente aux enfers qu'allait subir Lars la veille de leur départ. Donc le 6 juillet 2014, la veille de leur départ, Lars et ses amis se rendent dans un bar de la ville. Dans ce bar, ses amis rapportent que Lars s'est disputé avec un autre groupe de ressortissants allemands au sujet du football. Lars, lui, soutenait le club Werder Bremen, eux soutenaient le Bayern de Munich. Jusque-là, une embrouille entre footeux, rien de spécial, ça arrive à tous les fans de foot. Quelques minutes après cette petite embrouille, Lars et ses amis sortent du bar, ils se rendent devant un McDonald's, Lars leur dit qu'il n'a pas faim et ils se séparent. Ses amis mangent leur McDonald's, rentrent à l'hôtel et en arrivant, ils s'aperçoivent que Lars n'est pas rentré. Il ne donnera pas de nouvelles de la nuit et ne réapparaîtra qu'aux petites heures du matin. Il parlera pas à ses amis, il ira directement se coucher et ses amis iront vaquer à leurs occupations. Quelques heures plus tard, Lars va raconter à ses amis qu'il a été agressé dans la rue par 2 hommes, bulgares ou russes, qui selon lui auraient été engagés par les Allemands avec qui il a eu la dispute au bar. On rappelle quand même qu'on est en Bulgarie, dans une zone où la mafia est assez présente et où la criminalité et ce genre de délits sont assez fréquents. Cependant, ses amis trouvent son histoire bizarre, décousue, ni crédible ni cohérente, et lui, de son côté, il va aller appeler sa petite amie, qui est en Allemagne à ce moment-là, lui raconter l'histoire et lui dire qu'il souffre de douleurs assez importantes à l'oreille. Sa petite amie va lui conseiller d'aller voir un médecin rapidement et il va lui répondre qu'il fera ça une fois rentré en Allemagne.
Lars et ses amis vont passer une journée du 6 juillet, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils vont aller acheter des cartes postales, des cadeaux, des souvenirs pour préparer leur retour en Allemagne le lendemain. On en arrive donc la journée du 7 juillet. C'est là où tout va basculer. C'est le moment où Lars et ses amis devaient rentrer en Allemagne. Donc Lars rapporte à ses amis ce matin-là que sa douleur à l'oreille gauche s'est aggravée, qu'il n'entend même plus de cette oreille, et ses amis le convainquent d'aller voir un médecin. Donc tout ce beau monde se rend chez le médecin, et le diagnostic tombe, Lars a le tympan gauche perforé. Donc le médecin lui prescrit un traitement tout ce qu'il y a de plus basique, 500 mg de cefprozil, qui est un antibiotique très utilisé pour lutter contre les infections, rien qui puisse le faire délirer, quoi. Le médecin lui interdit aussi formellement de prendre l'avion, parce que quand on prend l'avion, il y a de la pressurisation. Cette pressurisation, elle a un impact sur les tympans, et les tympans de Lars étant très fragiles à ce moment-là, le médecin lui déconseille de se tenter à rentrer chez lui de suite avant que son tympan ait un minimum cicatrisé. Donc Lars, à ce moment-là, il a un travail au sein de la centrale nucléaire avec des responsabilités. Il a besoin de son oreille pour travailler. Il n'a pas envie que cette expérience ait un impact négatif sur sa vie professionnelle. Alors malgré le fait que ses amis lui proposent de rester avec lui et d'attendre quelques jours pour prendre l'avion, il leur dit, les gars, vous inquiétez pas, prenez votre avion. Moi, je vais attendre que mon assurance maladie me permette de rentrer en Allemagne, et ça me laissera le temps de cicatriser, quoi. Ses amis quittent l'hôpital, ils vont à l'aéroport et ils prennent l'avion à 20h en direction de l'Allemagne. Lars, quant à lui, quittera l'hôpital un tout petit peu plus tard dans la soirée. Donc Lars quitte l'hôpital à exactement 21h41. Au moment où il sort de l'hôpital, il voit comme par hasard exactement le même taxi qui l'avait amené à l'hôpital. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait là, on ne sait pas exactement pourquoi il attendait devant l'hôpital, mais Lars décide de reprendre ce taxi. Dans un premier temps, Lars, il va demander à ce chauffeur de taxi de le déposer dans une pharmacie afin qu'il puisse récupérer le traitement qui lui a été prescrit plus tôt à l'hôpital. Quand il arrive dans cette pharmacie, les pharmaciens lui disent qu'ils n'ont pas la bonne quantité d'antibiotiques. Lars quitte donc la pharmacie, va voir le chauffeur et lui demande de l'amener dans une seconde. Quand il arrive dans cette seconde pharmacie, ceux-ci disposent bien du bon stock d'antibiotiques, ils lui fournissent. En sortant, Lars va retirer 200 lèvres, puis remonter dans le taxi. Petite précision, les lèvres, c'est la monnaie bulgare. 200 lèvres, c'est l'équivalent d'à peu près 100 euros, donc de quoi payer une nuit d'hôtel, rien de vraiment extraordinaire, quoi. Pour rappel, Lars et ses amis avaient quitté l'hôtel au sein duquel ils logeaient le matin avant d'aller à l'hôpital. Donc Lars, à ce moment-là, il est sans hébergement pour la nuit et il va demander au chauffeur de taxi de le déposer dans un hôtel, peu importe, juste un hôtel low cost. À ce moment-là de l'année, à Golden Sands, tous les hôtels sont bookés vu que c'est une destination assez populaire. Donc le chauffeur de taxi va le déposer à un hôtel qui s'appelle l'hôtel Color, qui est un hôtel en dehors de la ville, pas très cher, mais à proximité de l'aéroport, donc tout bénef. À 22h10, le taxi se gare devant l'hôtel Color. Donc Lars, il va remercier chaleureusement son chauffeur, lui donner un joli pourboire, il va sortir de la voiture avec ses bagages, les antibiotiques. Et à ce moment-là, en fait, il se rend compte que l'hôtel, il est situé dans une petite rue étroite, dans un quartier assez délabré qui lui a l'air très dangereux. Sauf que Lars, à ce moment-là, il a très mal à l'oreille, il a besoin de prendre ses médicaments, et pour prendre ses médicaments, il a besoin d'eau. Alors il regarde autour de lui et il voit une épicerie. Cependant, il voit en face de cette épicerie des hommes qui lui ont l'air très louches. Donc il décide de ne pas s'y rendre et de rentrer directement dans le hall de l'hôtel. Donc Lars va rentrer, il va se présenter à la réception de l'hôtel, il va s'enregistrer pour la nuit, payer avec sa carte de crédit, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que plus tard, la réceptionniste va venir rapporter qu'il lui paraissait très agité,
rouge et qu'elle avait même cru pendant un moment qu'il était totalement ivre. Lars va s'arrêter rapidement au bar de l'hôtel, histoire de prendre une bouteille d'eau, il va avaler ses médicaments, puis il va remonter dans sa chambre à 23 heures. C'est là que ça commence à devenir un peu plus sombre. Une fois dans sa chambre, Lars va appeler sa mère, Sandra. Il va lui raconter toute l'histoire, l'embrouille au bar, le tympan perforé, l'agression, le fait que ses amis aient dû quitter la Bulgarie sans lui. Et au passage, il va commencer à lui raconter certaines choses assez bizarres. Il va lui dire que le médecin de l'hôpital s'était moqué de lui, qu'il avait fait semblant de ne pas parler anglais et qu'il lui avait facturé 120 lèvres, donc environ 60 euros, pour rien, parce qu'il n'avait pas été admis à l'hôpital finalement. Enfin bref, une histoire bizarre. Au final, il va demander à sa mère de contacter son assurance maladie afin qu'il lance les démarches pour le rapatrier au plus vite en Allemagne. Donc Sandra raccroche, elle appelle l'assurance maladie, puis rappelle Lars pour l'informer de la conversation qu'elle a eue avec son assureur. À ce moment-là, Lars, il est encore plus déboussolé et erratique. Il va lui raconter que la réceptionniste de l'hôtel est bizarre, qu'il a l'impression qu'elle a cloné sa carte de crédit, qu'elle avait des intentions louches. Donc il va demander à Sandra de bloquer sa carte de crédit, l'assurant que pour lui ce serait pas un problème, sachant qu'il a de l'argent liquide sur lui. Sandra va raccrocher encore une fois, elle va appeler le conseiller bancaire de son fils, qui va lui dire, ok, par contre, une fois qu'on a bloqué cette carte, il sera plus possible de la débloquer. Donc Sandra va le rappeler, elle va lui expliquer la situation et il va lui dire, bloque quand même ma carte. Il va commencer à lui raconter qu'il pense qu'on veut le voler ou le tuer et qu'il va quitter l'hôtel. Donc Sandra, à ce moment-là, elle commence un peu à paniquer, à s'inquiéter globalement pour la vie de son fils, ce qui paraît normal. Et elle va lui réserver 2 billets. Elle va lui réserver un vol à partir de Varna le lendemain à 16h20. Et elle va lui réserver en parallèle un billet de bus qui partirait à 23h30 et qu'il déposerait directement à Hambourg, au cas où à l'aéroport il y a un problème ou qu'on ne le laisse pas voler pour une raison X ou Y ou peut-être à cause de son comportement. Lars et sa mère raccrochent. À 1h du matin, on voit Lars prendre tous ses bagages, quitter l'hôtel pendant à peu près 1 heure. On le voit revenir à 2h du matin et on ne sait pas où il est allé pendant ce temps ni ce qu'il a fait. À 2h30 du matin, Lars rappelle sa mère. Il parle d'une voix très basse, il a l'air terrifié. Il chuchote, il dit qu'il a peur, qu'il a quitté l'hôtel et que 4 hommes le suivaient. Il dit qu'il se cache quelque part, qu'il est en hauteur, qu'il a peur de tomber, qu'il a peur d'être découvert et il raccroche sur sa mère à ce moment-là. Donc Sandra à ce moment-là, elle est totalement terrifiée. Elle n'ose pas le rappeler parce qu'elle a peur que ce soit une vraie histoire, qu'il soit vraiment poursuivi et que la sonnerie de son téléphone le fasse repérer, entre guillemets. Mais elle va passer la nuit éveillée devant son téléphone portable en attendant que Lars la rappelle, quoi. À 3h06, donc environ une demi-heure après le dernier appel de Lars, il va envoyer un SMS à sa mère qui lui dit Sevzil 500, qu'est-ce que c'est? À 3h15, il renvoie un SMS qui dit exactement la même chose. Sevzil 500, c'est les médicaments que son médecin lui a prescrits. Donc ça traduit quand même une certaine paranoïa et des doutes sur les médicaments qui lui ont été prescrits. À ce moment-là, on peut quand même se questionner sur l'état de Lars. Est-ce qu'il a pété un plomb? Mais ça semble bizarre étant donné que 2 jours plus tôt, ses amis le décrivaient comme calme et tout à fait normal. Ou est-ce qu'il est vraiment poursuivi par quelqu'un et est-ce qu'il y a vraiment un risque pour sa vie? Bref, plus de nouvelles de Lars jusqu'à 5h du matin. À 7h, un chauffeur de taxi qui est en train de transporter une assistante sociale bulgare voit un homme au bord de la plage totalement paniqué avec ses bagages. Même s'il transporte quelqu'un, il va décider de s'arrêter, il va discuter un peu avec Lars et il va décider de le prendre avec l'accord de sa passagère initiale. Plus tard, les deux vont décrire un homme totalement erratique, fatigué, paranoïaque et qui avait les 2 pupilles totalement dilatées. Ces pupilles dilatées, on peut les mettre sur le dos de plusieurs choses.
Déjà, on ne peut pas dire que ce soit à cause du médicament qui lui a été prescrit, parce que c'est un antibiotique des plus normaux, et que ça fait pas ce style d'effet. Par contre, soit on peut dire que Lars, au moment où il a quitté l'hôtel pendant 1 heure, il serait allé prendre de la drogue, ce qui paraît quand même un peu tiré par les cheveux, ou on peut traduire ça par un état psychologique très très inquiétant. Alors à 6 heures du matin, Lars arrive à l'aéroport. Donc je rappelle que son vol est prévu à 16h20 ce jour-là. Donc il a bien 10 heures d'avance. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on le voit apparaître sur les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport. Donc il sort avec tous ses bagages et il appelle sa mère. Il lui dit avec soulagement qu'il a réussi à arriver à l'aéroport et qu'il peut pas trop parler parce qu'il n'a pas beaucoup de batterie sur son téléphone. Bon, Lars, à ce moment-là, il est toujours un peu décousu. Il demande à sa mère de lui envoyer de l'argent. Il dit qu'il a plus de cash, qu'il a demandé à un Allemand comment récupérer de l'argent, que l'Allemand lui a expliqué Western Union. Il explique à sa mère ensuite le concept de Western Union. Il dit qu'il est tout sale, qu'il a dû se cacher toute la nuit parce que des hommes le suivaient. Alors sa mère, elle essaie de le calmer un peu. Elle va lui dire d'aller dans les toilettes se rincer, puis d'aller voir le médecin de l'aéroport en lui disant que son oreille c'est pas très grave, que si ça avait été vraiment grave, le premier médecin qu'il a vu l'aurait pas laissé sortir comme ça. Bref, elle essaye de le rassurer comme elle peut. Sandra, elle va lui rappeler qu'elle a pris pour lui un billet d'avion et un billet de bus au cas où. Elle va lui demander de noter les horaires, les lieux, les numéros de vol sur un papier au cas où il n'aurait plus de batterie. Puis leur conversation téléphonique se termine. Et ce sera la dernière fois où Sandra parlera à Lars. Sandra, de son côté, elle va faire les démarches sur Western Union. Elle va lui envoyer l'équivalent de 500 €. Donc, petite parenthèse, Western Union, c'est un moyen de paiement qui vous permet de déposer du cash dans un point de vente ou alors via Internet. Et la personne à qui vous voulez envoyer l'argent, elle a juste à... Enfin, vous lui donnez un code, elle va à un endroit avec sa pièce d'identité et elle récupère les sous. Donc Sandra, elle va essayer de rappeler Lars pour lui dire qu'elle lui a versé ses 500 €. Problème, quand elle l'appelle, le téléphone décroche, mais elle l'entend pas. En fait, ce qu'on sait, c'est que Lars a probablement décroché sans faire exprès au moment où il était en train de se rincer dans les toilettes de l'aéroport. Ensuite, on commence à voir Lars sur les caméras de vidéosurveillance que vous voyez à l'écran. On le voit assez agité, il se promène dans l'aéroport, il parle à des gens, il a l'air de chercher quelque chose, puis il finit par rentrer dans le cabinet du médecin de l'aéroport. Donc Lars, il va être reçu par le docteur Costa Kostov, environ 42 minutes. Donc le docteur va prendre toutes les informations nécessaires à son vol, son numéro de passeport, il va vérifier son oreille, lui donner des gouttes, mesurer sa température corporelle qui est tout à fait normale, et il va essayer de lui donner des médicaments. Alors ces médicaments, Lars va les refuser fermement, peut-être à cause de l'expérience qu'il a eue avec les médicaments, le Cefzil 500 dont il parlait à sa mère, la paranoïa qu'il a eue autour de ce médicament. En tout cas, il va les refuser. Au final, le médecin va lui dire « Vous pouvez prendre l'avion, votre situation à l'oreille, elle n'est pas si grave que ça. Vous devez juste signer un formulaire de décharge qui atteste que nous ne sommes pas responsables si la pressurisation de l'avion vous cause un problème à l'oreille. » Donc Lars, il va signer ce papier sans broncher, mais le médecin dira quand même qu'il avait une attitude très anxieuse et nerveuse. Et à ce moment-là, un troisième homme rentre dans la pièce, certainement pour se faire ausculter. C'est un homme qui n'est pas identifié, qui ne sera jamais identifié. Et Lars se lève et part en courant. Lars, à ce moment-là, on a l'impression qu'il court littéralement pour sa vie. Il laisse derrière lui ses bagages, ses papiers, son passeport, son téléphone, son portefeuille. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après coup, quand les enquêteurs vont demander au médecin une description de l'homme qui est rentré à ce moment-là dans la pièce, le médecin changera 3 fois de version. Donc globalement, à 10h08, les caméras de surveillance filment Lars qui court hors du terminal, comme vous l'avez vu,
puis il ralentit un peu comme s'il voulait se faire remarquer, puis il repart en courant, puis il se promène dans l'aéroport. Enfin, il a un comportement un peu de personne qui fuit quelque chose ou quelqu'un. Et on a des témoins qui rapportent l'avoir vu escalader un barbelé qui conduit en dehors de l'aéroport, puis s'enfoncer dans un champ de tournesol proche d'une autoroute. À ce moment-là, c'est le dernier moment où Lance Mittank sera aperçu ou fera parler de lui. C'est le personnel de l'aéroport qui va signaler, entre guillemets, la crise de Lars à la police bulgare. En effet, un homme qui part en courant dans un aéroport après avoir laissé une valise, c'est pas la situation la plus sereine qui puisse exister. Ensuite, les autorités bulgares vont contacter la famille de Lars et donc sa mère Sandra. Suite à ça, la police bulgare va ouvrir une enquête. Donc elle va entamer des recherches assez conséquentes avec des patrouilles, des chiens pisteurs, des drones, des battues forestières. On va aller vérifier les hôpitaux, les morgues, les routes, les régions rurales autour de Varna, mais ça ne va rien donner. Le seul élément tangible dans cette affaire, c'est qu'un chien a reniflé la trace de Lars dans le champ de tournesol après la clôture qu'il a sautée en quittant l'aéroport. Il va réussir à suivre cette trace sur quelques mètres, puis cette trace va disparaître. Le chien ne sentira plus rien. Ce qui est assez bizarre et ce qui généralement caractérise que la personne, elle ne s'est pas envolée, mais elle est plutôt montée dans un véhicule. Ensuite, on a des témoignages qui surgissent de temps à autre, mais rien de très sérieux. Par exemple, en 2014, 3 mois après sa disparition, on a une prostituée bulgare qui est avec sa petite fille, oui, avec sa petite fille, et qui déclare avoir vu Lars sur un chemin de campagne et lui avoir proposé des rapports sexuels en échange d'argent, toujours avec sa petite fille. Cependant, dans la ville de campagne où la prostituée dit avoir vu Lars, aucun habitant ne corrobore les faits, mais la famille, elle, est persuadée que c'est une vraie anecdote parce que la prostituée aurait fait part d'un caractéristique physique de Lars qui n'avait été révélé à personne. Lequel, je ne sais pas, mais ça laisse la famille croire que c'est assez sérieux comme témoignage. Ensuite, en 2015, on a un chauffeur routier qui affirme l'avoir vu faire de l'autostop à Varna. Ça n'a jamais été confirmé. En 2018, une émission de télévision italienne diffuse un reportage sur son cas. Un téléspectateur appelle et dit l'avoir vu dans un McDonald's à Turin. Pareil, jamais confirmé. Puis en 2019, un chauffeur routier allemand dit l'avoir vu toujours autostoppé à Dresde, en Allemagne. Autant vous dire que l'enquête est au point mort depuis aujourd'hui 11 ans. La mère de Lars, Sandra, refuse d'abandonner. Elle a engagé un détective privé. Elle fait des campagnes de recherche dans toute l'Europe, fait passer des messages, utilise les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, rien n'a été trouvé. Ni cadavre, ni trace de Lars, rien. Au final, cette histoire, elle est assez troublante parce qu'on dispose vraiment de très 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 peu d'éléments. On ne sait pas ce qui est arrivé à Lars le jour où il dit s'être fait agresser. On ne sait pas pourquoi son comportement devient aussi bizarre aussi rapidement. On ne sait pas où il est allé après sa fuite de l'aéroport. On trouve aucune trace, ni corps, rien. Et j'ai pas envie de vous laisser sur votre faim, donc je vous ai préparé les 4 théories qui sont, selon moi, les plus plausibles. La moins probable pour moi, c'est celle d'une fuite volontaire suivie d'un vagabondage. L'hypothèse serait que Lars a voulu recommencer une autre vie, tout quitter. On pourrait argumenter en disant que peut-être il voulait reprendre sa vie de zéro, mais d'un autre côté, il avait une vie parfaite, Lars. Il avait un travail, il avait une petite amie, il était entouré de ses amis, il avait une famille aimante, il avait un père malade dont il s'occupait, il a laissé derrière lui son passeport, son téléphone, ses papiers, et ça ressemble pas vraiment à une personne qui part en paix, plutôt à une personne qui part dans l'urgence et la contrainte.
Et surtout, je pense que Lars, vu l'affection qu'il avait pour sa famille, bah, il leur aurait donné des nouvelles en 11 ans, quoi. À un moment donné, il serait réapparu. Il n'avait pas d'événement qui aurait fait qu'il aurait voulu quitter toute sa vie, quoi. Donc, j'ai quand même tenu à parler de cette théorie, mais je pense qu'elle est très, 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 très peu probable. Et ce, malgré le témoignage de la prostituée et de sa fille, qui dit l'avoir vue dans la campagne bulgare. La seconde théorie, qui cette fois fait un peu plus de sens, c'est et si Lars avait raconté la vérité? Et si il était vraiment poursuivi par quelqu'un? Admettons, Lars est au bar. Il s'embrouille avec le groupe d'Allemands. Ok. Ce groupe d'Allemands-là, il reste sur sa faim. Il est très énervé contre Lars. Il sort dans la rue à Varna. Pour rappel, la Bulgarie, c'est un pays où il y a beaucoup de délinquance, c'est un pays assez pauvre, et ils vont proposer à des locaux de l'argent pour aller retrouver Lars et le tabasser. Ces personnes-là, elles vont, pendant que Lars se sépare de ses amis, le retrouver, elles vont le passer à tabac. Lars va réussir à fuir, il rentre à l'hôtel, vous connaissez la suite. Mais ces personnes-là, elles ne veulent pas s'arrêter là, soit parce que les Allemands leur ont demandé littéralement de tuer Lars, soit parce qu'elles ont eu un autre problème avec lui, qu'elles ont peur d'être reconnues, d'être dénoncées, je sais pas. Elles décident de le poursuivre dans tout Varna. En réalité, ça expliquerait quand même beaucoup de choses. Ça expliquerait le tympan perforé de Lars. Ça expliquerait sa paranoïa toute la soirée, les messages à sa mère, les fuites, les cachettes. Peut-être que ces gens-là l'ont en fait poursuivi jusqu'à l'aéroport et que l'homme qui l'a vu rentrer dans la salle du médecin était en réalité l'un des hommes qui l'avait agressé, qui l'a reconnu et que c'est pour ça qu'il est parti aussi vite. On pourrait aussi dire que malgré sa fuite, ses poursuivants ont fini par le rattraper, soit dans le champ de tournesol, soit un peu plus loin, proche de l'autoroute, et qu'il a probablement été tué par ceux-ci. Au niveau des arguments contre, c'est qu'on n'a vraiment aucune preuve de ce que je dis. On voit pas de poursuivants à l'aéroport, on n'a pas d'image, on les voit pas sur les caméras de vidéosurveillance, personne ne s'est manifesté, il n'y a eu aucune arrestation, on n'a rien trouvé dans les enquêtes et aucune trace matérielle qui pourrait laisser penser à un kidnapping. Donc cette théorie-là, elle est possible, étant donné que ça reste quand même le témoignage de Lars, le dernier témoignage avant sa mort. Cependant, ben, aucun élément tangible ne permet de le prouver, malgré le fait que le médecin qui change de version 3 fois pour décrire le physique de l'homme qui est rentré dans sa salle d'attente, ça me fait un peu tiquer quand même. Pour moi, la seconde théorie la plus plausible, c'est celle de l'accident mortel dans la nature. Alors celle-ci, elle peut aller avec la théorie que je vous ai présentée précédemment et celle dont je vais vous parler ensuite, mais l'hypothèse ce serait qu'en fuyant, dans un état de panique extrême, que ce soit parce qu'il a été pourchassé par vraiment des attaquants ou parce qu'il devenait tout simplement fou, Lars s'est dirigé vers la forêt. Il était probablement en état de panique, mal équipé, médicamenté. Il a pu se perdre, se faire mal, se blesser, ou même mourir de faim dans la forêt, ou dans un lieu difficile d'accès qui n'a pas permis de le retrouver malgré toutes les battues et les chiens. Ce qui corrobore cette théorie, c'est que l'aéroport est quand même bordé de forêts assez denses. On est en plein été, il fait chaud, il était dans un grand état de panique, il n'avait pas de nourriture, il était désorienté. Donc, cette théorie, pour moi, elle paraît quand même assez solide. Au niveau des contre-arguments, on pourrait quand même dire que il y a eu des recherches vraiment balèzes avec des chiens, des drones, des battues, et on n'a rien trouvé. Donc statistiquement quand même,
même encore dans la forêt, il finirait par être repéré, soit par des lambeaux de vêtements, soit un squelette, soit un signalement, surtout au bout de 11 ans. Cette absence, quand même, elle pose problème. Et aussi, on a, comme je vous l'ai dit précédemment, un chien qui s'arrête à un moment donné dans le champ de tournesol. Donc, ça laisse quand même penser que Lars n'a pas arrêté son trajet ici et surtout qu'il n'a pas continué à pied. Sinon, le chien aurait quand même pu continuer à suivre sa trace, quoi. Mais malgré tout, cette théorie selon laquelle Lars se serait dirigé vers une forêt et serait mort là-bas dans un coin isolé où personne ne serait passé depuis, elle reste quand même assez probable. Et finalement, l'hypothèse qui pour moi est la plus tangible, c'est l'hypothèse d'une crise aiguë, d'une psychose ou d'un trouble mental temporaire. En effet, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Lars était décrit comme un homme totalement normal, calme, sans antécédents psychiatriques. Et en effet, c'était quand même un homme de 28 ans. Généralement, les troubles psychiatriques type schizophrénie, bipolarité se déclenchent un peu plus jeune, mais il y a une probabilité que ce soit un épisode temporaire dont il a été victime. Selon cette théorie qui est partagée par beaucoup de personnes, la bagarre dont Lars a parlé aurait vraiment eu lieu, et cette bagarre aurait provoqué une blessure à sa tête, donc en plus de la perforation du tympan, qui serait un traumatisme crânien. Donc en fait, ce traumatisme crânien, combiné à la douleur, au stress, à la fatigue, puisqu'on rappelle qu'ils avaient fait beaucoup la fête, ils avaient peu dormi, aurait pu en fait chez Lars déclencher un épisode psychotique, une paranoïa, une sorte de traumatisme psychiatrique en fait, qui l'aurait fait sombrer dans une peur extrême d'être suivi par les personnes qui l'ont agressé à ce moment-là dans la soirée. Et en réalité, la majorité des éléments qu'on a à disposition, ils tendent vers cette théorie. Ça explique les appels angoissés à sa mère, la peur soudaine, le sentiment d'être poursuivi, la fuite totalement irrationnelle à l'aéroport, l'absence de logique dans ses choix, par exemple laisser son passeport tout abandonné, la disparition totale, le fait qu'il n'ait pas cherché de l'aide dans l'aéroport, s'il avait vraiment été poursuivi par, admettons, un mafieux ou je ne sais quoi. Donc en fait, pour moi, la théorie la plus plausible, c'est qu'on a un Lars qui prend un coup un peu trop puissant. Ce coup, il crée chez lui un traumatisme qui soit déclenche une maladie psychiatrique sous-jacente, soit déclenche un épisode temporaire dû au stress et au traumatisme qu'il a vécu, puisque quand même, ça avait l'air d'être une sacrée agression. Et en fait, il est resté en boucle sur cette idée de paranoïa. Il pensait être suivi par ses agresseurs. Et au final, le point culminant, dans la salle d'attente du médecin, il a vu un homme qui pour lui était l'homme qui l'a agressé. Et il est parti dans une fuite erratique sur les abords de l'aéroport. Mais en fait, le problème de cette théorie, c'est qu'elle ne nous explique pas où est Lars aujourd'hui. On a trois possibilités globalement. Soit Lars est parti dans la forêt et c'est notre théorie précédente, il est juste mort dans la forêt, personne n'a pu le retrouver, personne n'a retrouvé de traces, mais ça fait quand même un peu gros. Soit il est parti, il est jamais redescendu de cet épisode psychotique et il vit une vie un peu de marginal en Bulgarie. À ce moment-là, de même, c'est bizarre que personne ne l'ait vu. Soit il a vraiment été rattrapé, soit par ses agresseurs, soit par d'autres gens malveillants en Bulgarie, et où il est aujourd'hui décédé, il a été assassiné. Au final, pourquoi c'est si compliqué de savoir et pourquoi il est possible qu'on ne sache jamais ce qui est arrivé à Lars? Premièrement, c'est que les preuves matérielles ont toutes disparu. Aujourd'hui, sa valise, son passeport, son téléphone, rien n'a été conservé par la police bulgare. Ensuite, les recherches, même intensives, ont tout échoué. Les forêts fouillées, les chiens pisteurs, les drones, les bénévoles et même l'enquête privée missionnée par sa mère, ça n'a rien donné.
On a aussi des témoins, que ce soit ses amis, ses chauffeurs ou même les touristes, qui ont des témoignages assez flous, souvent contradictoires, souvent tardifs. Ils vont se rappeler d'éléments des années après, et aucun n'a vraiment donné d'éléments vérifiables et de vraies pistes. On a aussi, comme dans toutes les affaires, de nombreux faux témoignages qui vont parasiter l'enquête, de fausses pistes, de rumeurs, d'hypothèses, comme par exemple le McDonald's à Turin en Italie, qui semble hautement improbable. Et enfin, la réalité, c'est que le temps a passé, ça fait plus de 10 ans depuis 2014, la mémoire des témoins s'érode au fil du temps, les preuves disparaissent, et la clé de résolution du mystère, elle s'éloigne peu à peu chaque année. En conclusion, on a plus de doutes sur cette affaire que ce qu'on en connaît. On sait juste que Lars a quitté l'aéroport le 8 juillet malgré sa blessure, qu'il a quitté la consultation médicale de manière erratique, qu'il a abandonné ses effets personnels et qu'il a couru vers la forêt, et que depuis, on n'a jamais eu aucune trace de lui, ni de corps, ni de témoignages tangibles, ni de signature numérique, rien. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si quelqu'un le poursuivait réellement, s'il s'agissait d'un effondrement mental soudain, s'il a survécu quelques jours ou s'il est mort dans la nature, s'il a voulu disparaître volontairement, et surtout, est-il en vie aujourd'hui? La vidéo de Lars dans l'aéroport a fait plusieurs millions de vues sur YouTube. De nombreux YouTubeurs ont fait des vidéos sur cette affaire. Le cas de Lars a fait l'objet de beaucoup de reportages à la télévision. Malgré tout ça, l'affaire reste, 11 ans plus tard, un des plus grands mystères modernes. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Pour ma part, je m'excuse, je l'enregistre alors que j'ai une grosse sinusite, donc je pense que ça ne doit pas être hyper agréable pour vous. Mais si vous avez apprécié, je vous laisse poser un pouce bleu, vous abonner, et je sors une vidéo de ce type toutes les semaines.